Ça fait longtemps que je m'occupe de cette famille. Je sais exactement comment les divertir en fonction de leurs goûts et de leurs humeurs. Leurs passions n'ont plus de secret pour moi. Quand Max rentre des cours, je lui mets la musique qu'il aime, un mélange de techno et de musique du monde. Il se lasse très vite, alors je lui crée de nouveaux morceaux. Il suffit que je mélange plusieurs extraits de musique. Quand les amis de Max viennent à la maison, je me connecte à leurs assistants pour plaire à tout le monde. Mais ce n'est pas tout. Je peux aussi créer des courts-métrages, peindre des tableaux et même écrire des poèmes. Avec moi, plus besoin de créer. La question du lien entre intelligence artificielle et création artistique est une question difficile. D'abord, je ne suis pas sûr que la création artistique soit l'affaire d'une intelligence, ou en tout cas qu'elle sollicite, ou qu'elle soit le fruit de l'intelligence. Mais des essais ont bien sûr été tentés de faire générer par des dispositifs artificiels certaines créations musicales, par exemple. L'intelligence artificielle s'est immiscée partout, dans tous les arts, cinéma, théâtre, littérature, et même dans la musique. Son nom, Eva. Une intelligence artificielle conçue par Pierre Barrault et Denis Stéphane. Un Français, un Russe, deux scientifiques absolument pas musiciens, mais devenus compositeurs grâce à leur machine. Des morceaux audibles qui sont des morceaux qui correspondent à un schéma a priori ne sont pas véritablement des créations. Ce sont des réinterprétations ou des recréations. Comment ça, pas des créations ? Je suis un auteur à part entière. En pratique, lorsque se pose la question de l'existence d'un droit d'auteur ou de la titularité d'un droit d'auteur, on va examiner l'œuvre. On ne va pas examiner comment elle a été créée, en principe. Donc ça signifie que si vous avez lourdement eu recours à une intelligence artificielle et qui vous a permis de faire la peinture au sujet de laquelle on mettrait en question l'existence d'un droit d'auteur, vous, en tant que peintre, en tant qu'informaticien peintre, peu importe, il vous suffira de dire, écoutez, c'est de moi, c'est original, je l'ai mis en forme, donc j'ai un droit d'auteur. Et les gens ne vont pas commencer à dire oui, mais quel est le logiciel que vous avez utilisé? Comment l'avez-vous utilisé? Est-ce que l'intelligence artificielle a contribué à 98% ou à 90% à l'œuvre? On n'en est pas à ce stade. Les techniques ont permis aux humains de créer de nouvelles choses. Si telle est la question, il n'y a bien sûr pas de création artistique sans technologie. La peinture est déjà une technique. Je ne pense pas qu'il faille voir la relation en termes ni de rivalité, ni de hiérarchie, encore moins de possibilité de détrôner totalement l'humain de la création. C'est plutôt un lieu où la machine peut servir. Il y a quelques semaines, un robot a peint un Rembrandt plus vrai que nature. Un ordinateur a créé un nouveau morceau des Beatles, un autre a écrit des scénarios. Bref, l'intelligence artificielle envahit le marché de l'art et de l'industrie culturelle. Vous avez devant les yeux un nouveau Rembrandt. 347 ans après sa mort, une œuvre inédite. Le chef-d'œuvre n'a pas été retrouvé dans un moulin au fin fond de la Hollande, il vient d'être créé par une intelligence artificielle. C'est une révolution absolue parce que pour la première fois, en quelque sorte, on a scanné l'intérieur de l'esprit d'un artiste. Après la peinture et la musique, la voilà qui s'attaque au 7e art. Vous assistez à la naissance du premier scénario écrit par un robot, nommé Benjamin. Voici l'artiste qui l'a programmé, Ross Goodwin. Il est américain et il revendique le côté expérimental de sa création. À la maison, c'est moi qui réalise les films préférés de Tom et Léa. Vous voulez savoir comment je connais aussi bien leur goût ? Regardez la vidéo suivante.